n'hésitez pas à passer dans le chat. Pour cette semaine, le programme d'aujourd'hui est le suivant. Vous pouvez voir que je suis bien chaudement habillé parce que là où je suis, il n'y a pas encore de chauffage, donc on fait ce qu'on peut. Donnez-moi 2 secondes. Je mets à jour le titre. Hop. Excellent. Le programme de ce matin, c'est évidemment de parler des actus de la semaine. Et comme actu, nous avons les titres suivants. Alors d'abord, avant de parler, on va parler des actus. Après, on va essayer de faire un petit focus un peu plus technique sur un article. Je pense que cette semaine, le focus technique, il va pas être si technique que ça. Parce que j'ai vu un article qui m'intéressait plus et que voilà, c'est cool aussi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez parler de sujets que j'aurais oubliés. Il y a plein de petits sujets dont on peut parler cette semaine. Il ne s'est pas passé grand chose. Il y a plein de petits trucs qui méritent d'être dits. Et évidemment, si vous voulez finir sur une méditation un peu absurde ou sur parler de drama, Twitter ou autre chose, j'en sais rien. Les titres de cette semaine. En premier, c'est l'actualité de nos amis et surtout ennemis Logbit. Donc Logbit qui est un des groupes d'attaquants les plus actifs en ce moment, un groupe de ransomware. Et bien, un peu comme Conti, ils ont potentiellement été piratés de l'intérieur, donc on va en parler. Ensuite, il y a Revolut, la banque en ligne qui aurait été piratée. Ensuite, on va regarder un petit article qui explique qu'il y a des mots de passe qui fuitaient dans les navigateurs Google Chrome et Edge, qui étaient envoyés à Google et à Microsoft. Enfin, on va parler de Signal et de ce que l'on peut faire, nous, pour aider l'Iran. Et puis une petite update de la situation chez Corbeil-Essonnes. Et puis si on a le temps, il y a plein de petits sujets qui sont intéressants, comme par exemple le coup d'État en Chine, ou le coup d'État en Chine, ou alors comment les développeurs de Call of Duty font pour éviter de se faire, pour éviter les cheaters, ou aussi un peu le récit de quelqu'un qui a réussi à faire une campagne de désinformation pour une étude qui était de faire croire à des gens que le chocolat aidait à mincir. Donc non, malheureusement, je suis désolé de vous annoncer ça, mais le chocolat n'aide pas à mincir. C'est parti pour les titres de la semaine. N'hésitez pas à réagir et à me dire si j'oublie quoi que ce soit et à réagir dans le chat. Je vois qu'il n'y a pas grand monde ce matin dans le chat, même si je vois que vous êtes là. C'est parti pour Logbit. Logbit, c'est ce qui s'est passé. Logbit, c'est un groupe de pirates qui travaillent ensemble pour fonctionner comme une équipe performante qui pirate plein de gens. Et alors Logbit, c'est vraiment un peu l'image, c'est vraiment un peu le stade ultime des groupes d'attaquants qui se professionnalisent parce que donc ils ont mis en place une plateforme avec des mécanismes de sécurité, avec un bug bounty. Donc si vous trouviez une vulnérabilité dans leur malware, vous pouviez leur envoyer un message et ils vous donnent une rançon, enfin plutôt une récompense. Donc c'est vraiment un groupe très mature. Et ils ont même fait un peu de la com. C'est assez marrant ça. On va regarder un instant. Ils ont fait de la com en proposant à des gens de se faire tatouer. Et on sait qu'il y a une vingtaine de personnes qui avaient un tatouage Logbit. Et donc il disait, tatouez-vous, et si vous êtes tatoué, on vous envoie, je sais plus combien, 20 000 euros. Voilà, là on voit plein de gens qui ont des tatouages Logbit.
par les chercheurs VX Underground. Pour chaque tatouage, la personne recevait 1000 euros. 1000 dollars. Donc on voit que c'est un groupe d'attaquants qui a changé sa posture et qui maintenant s'intéresse à est-ce qu'ils ont une bonne image de marque, est-ce que leur compagnie, est-ce que leur logo rayonne dans le monde pour que tout le monde connaisse la marque de fabrique, Lockbit. Voilà, pour faire est-ce qu'ils font bien sérieux. Donc voilà pour une petite présentation de Lockbit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Hello Great Arc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu... On va plutôt commencer avec cette... Ouais. Ça c'était un résumé. On a eu un tweet d'un compte Twitter qui nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui a été capable d'infiltrer Lockbit. Et puis, en fait, VX Underground, les mêmes chercheurs que ceux qu'on a cités à l'instant, ont dit que cette fuite, en fait, c'est parce que un des développeurs, qui s'appelle Proton, a décidé de quitter Lockbit, s'est fâché avec le gang, et a décidé de faire fuiter les données. Cela dit, ce tweet a été supprimé, donc il faut voir ce qu'il en est maintenant. Voilà, le groupe de ransomware a confirmé, a dit qu'il n'y a rien qui a fuité, mais qui se sont séparés d'un des développeurs. Ça c'est vraiment le résumé très haut niveau. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, sur GitHub, il y a ce qu'on appelle le builder qui a fuité. Voilà, ici on peut voir le builder. Il y a une archive de Lockbit 3.0, une archive du builder, un readme qui contient des infos, des MD5, et on voit la forme des fichiers qui sont à l'intérieur de l'archive. Il y a un script Windows, donc un script bat, un exe, un fichier de config et un exe de génération de clés. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous explique comment fonctionne ce builder, ce schéma que vous voyez là sur mon écran. Ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà en fait. On savait que ça fonctionnait comme ça. Donc en gros, comment ça fonctionne? C'est quand vous êtes sur un poste infecté, vous envoyez le fichier build.bat, il crée deux programmes. Le keygen qui doit générer une paire de clés privées, et une clé publique. Si vous avez vu ma vidéo sur la cryptographie, vous êtes incollable là-dessus. Et puis, l'autre programme, le builder, lui, il prend en entrée un fichier de configuration et il se met à tout chiffrer avec la clé publique et il envoie la clé privée au serveur de commande and control. Donc, en gros, comment ça se passe? C'est vraiment ça, c'est que dès que Lockbit a pris contrôle d'une entreprise, ils attendent d'avoir un acquéreur pour gérer la rançon, etc. Puis dès que l'acquéreur est prêt, ils déclenchent le rançonnage. Et puis tous les ordinateurs du domaine reçoivent ce fichier qui est poussé souvent par une GPO, c'est-à-dire par un réglage Windows sur l'ensemble des ordinateurs d'une entreprise. Et donc il y a ces deux programmes, il y en a un qui chiffre tout et l'autre qui crée cette paire de clés et qui renvoie au serveur de Lockbit la clé qui est intéressante. Hop. Quoi dire de plus? Hop là. Il y a une petite analyse ici du fichier, une petite analyse de Lockbit. Je sais pas si vous voulez la lire, j'en ai une autre ici qui a été partagée.
par Catalini Simpanou. En fait, ce que je vous propose, c'est de dire dans le chat ce que vous voudriez voir comme focus technique. Là, je vous propose de passer d'abord sur les titres. Et puis après, si vous voulez voir ça comme focus technique, on peut regarder un peu plus l'article, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Là, il fait vraiment un breakdown dans le code. Je suis pas sûr que ça apporte énormément de choses de rentrer dans le reverse engineering du code, parce qu'en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça chiffre. A priori, il n'y a pas de vulnérabilité flagrante sur le chiffrement. Cela dit, là j'ai l'impression qu'il parle plutôt de comment ça va échapper aux antivirus. Donc c'est tout à fait un truc qu'on peut lire pour le focus technique. Mais j'ai d'autres choses à vous proposer aussi pour le focus technique. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse. Hilo l'axe 6 dents. 6 dents. La suite de l'actualité, c'est Revolut. Revolut, donc, qui est une banque en ligne. J'espère que personne qui nous regarde utilise Revolut et découvre ça sur ce stream. Revolut, c'est une entreprise fondée en 2015 qui a grandi rapidement, qui fait de la banque en ligne. Et il y a quelqu'un qui a eu accès à des données personnelles pour une petite quantité de clients. Alors l'entreprise, la banque est domiciliée en Lituanie et elle a dit à la CNIL lituanienne que c'était 50 000 clients qui ont été impactés. C'est ici. Il faut toujours prendre avec un peu de pincette ce genre d'annonce, parce que les gens ont souvent tendance à les minimiser. En fait, c'est toujours très difficile de savoir quelles sont les données qui viennent de Revolut et quelles sont les données qui viennent d'ailleurs. Les informations qu'on a sont les suivantes. L'adresse mail, le nom en entier, l'adresse postale, le numéro de téléphone. Des données de paiement, des données de compte. Donc c'est quand même assez impactant. Rien que, sans même les données de carte bancaire, rien que ça permet de faire quand même beaucoup d'attaques par phishing très spécifiques, très évoluées. Donc c'est quand même très embêtant. Ça dépend des utilisateurs. Ils ont envoyé un message aux clients affectés, ce qui est toujours une bonne chose, ce qui est toujours bien quand quelqu'un fait preuve de transparence. Créarc, groupe Policy Object, une vidéo dédiée, ce serait pas mal. Ouais, ça m'intéresse. Tout ce qu'on peut faire avec les GPO. Comment on peut exploiter certaines GPO pour devenir administrateur du domaine, c'est-à-dire comment on peut les exploiter pour pirater l'intégralité d'une entreprise. On pourrait faire une très bonne vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vraies vidéos de fond, parce que j'étais un peu chargé en ce moment, mais je suis de nouveau sur la piste pour une nouvelle vidéo. Mais en tout cas, au niveau personnel, il y a des choses qui bougent, donc je vous en parlerai bientôt. Voilà, je sais pas si on passe plus de temps que ça sur Revolut, mais c'est une fuite de données classique. Ça veut pas dire que l'attaquant il a tout compromis, par contre ça veut dire c'est potentiellement le cas et qu'il faut prendre tout ce que dit Revolut avec des pincettes, parce que peut-être qu'ils assumeraient peut-être pas si l'attaquant avait compromis beaucoup plus d'informations que ça. Voilà l'annonce de Revolut, je sais pas si ça vous intéresse qu'on passe tellement plus de temps là-dessus. Je pense que ce qui serait intéressant, ce serait qu'on fasse dans cette matinale une section un peu
une section un peu fuite de données, une section un peu nouvelle attaque, une section un peu nouveau piratage, nouvelle vulnérabilité. Ce genre de choses. Voilà, je me mets en mute parce qu'il y a du bruit dans le couloir. Ok, la suite de l'actu. Sans transition. Attends, si, avec une transition. Ça, c'était un autre article sur Revolut. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous ces articles dans le Discord de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il est en description sur Twitch. Il est dans la description de la chaîne aussi sur YouTube. Et puis, je vais les mettre aussi dans le lien sur le replay de la chaîne. Et le replay de cette matinale sera disponible sur la chaîne secondaire. La suite de l'actualité. C'est des mots de passe envoyés à Google et à Microsoft. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'est rendu compte que Chrome et Edge font du correcteur, de la correction orthographique. Et en fait, cette correction orthographique envoie tout ce que vous tapez à Google ou à Microsoft pour qu'ils le corrigent. Sauf que parfois, certains mots de passe sont envoyés comme ça à Google et à Microsoft qui peuvent les récupérer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, voilà, c'est une vulnérabilité qui est pas tellement, disons, qui est dans Chrome et dans Fire et dans Edge, parce qu'ils partagent la même base logicielle, qui est celle de Chromium. Mais cette vulnérabilité, elle peut être à la fois corrigée du côté de leur navigateur, mais aussi corrigée du côté des sites web. Parce qu'en fait, c'est quand les sites web ne mettent pas en place un petit bout de code qui protège le mot de passe, et bien ce mot de passe, il est checké pour l'orthographe. Et il est envoyé à ce moment-là à Microsoft ou à Google. Voilà, on voit l'article ici qui dit que c'est certains des plus grands sites au monde qui font ça. PII, c'est Personal Information, je sais plus quel est le deuxième ici. Et alors il montre plusieurs. L'article passe sur plusieurs sites. Le premier c'est sur Alibaba Cloud, donc l'équivalent de Google ou plutôt AWS. Alibaba c'est l'équivalent d'Amazon mais en Chine. Et ils ont évidemment une section dédiée à l'hébergement et le cloud. On va regarder tout ça. Donc là vous voyez c'est une capture de burp. Autrement dit, on voit ici en haut toutes les différentes requêtes que le navigateur web a fait. À gauche, c'est la requête, et à droite, c'est la réponse. Et là, ce qui est le plus embêtant, c'est la requête où on voit qu'il y a un mot de passe, et qu'il est envoyé, ce mot de passe, à googleapi.com. Avec une clé d'API, et ça c'est probablement lié à des mécanismes de suivi des utilisateurs, pour ne pas dire de traçage. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est ces gens-là qui ont découvert, et ils ont vu qu'en fait c'est s'il y a un attribut show password. Non, pardon, c'est l'inverse. Si on clique sur montrer le mot de passe, eh bien, c'est envoyé parce qu'il manque un attribut. Voilà, c'était un gros risque. Et
L'article a fait un top des sites qui ont cette vulnérabilité, et qui sont des sites très importants, et notamment donc Office 365, c'est-à-dire tous les services de cloud pour la bureautique de Microsoft, tout ce qui est Outlook dans le cloud, etc. Google Cloud, AWS Secret Manager, donc ça c'est tout ce qui est gestion des mots de passe dans AWS, dans le cloud d'Amazon, et LastPass, qui est aussi un gestionnaire de mots de passe. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les deux derniers, ils ont déjà réparé les problèmes. Tiens, on peut regarder la vidéo. Voilà, c'est marrant parce que c'est un type de vulnérabilité qui apparaît plus récemment, qui est vraiment spécifique aux usages qu'on a maintenant avec le navigateur web, où le navigateur fait un peu tout et se met à faire de la correction orthographique de texte qu'on rentre, alors que ça pourrait être géré par le site lui-même. Voilà, ils ont fait des recherches. Ils ont trouvé ces jolis petits graphiques. Voilà, je le dis en diagonale, hein, parce que... Yes, voilà ce que je voulais vous trouver. Comment se protéger contre cette attaque qui s'appelle le spelljacking. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a un attribut HTML. Regardez, si je regarde dans le code ici, on voit le texte, et en fait, il y a un attribut, exactement comme le href ici, un attribut qui est spellcheck equal false, et donc ça permet de demander à Edge ou à Chrome de pas corriger le mot de passe qu'on rentre. Et ça, du coup, en fait, au-delà de la question du mot de passe, pour tous ceux qui font des sites web, c'est bien de garder en tête que c'est une bonne chose de mettre cet attribut un peu sur les entrées de texte un peu sensibles, parce que ça évite comme ça ce genre d'attaque de spelljacking. Alors on regarde la petite attaque, petite vidéo. Qu'est-ce que ça raconte? Voilà, il copie-colle. Ok. Donc là, il est sur Amazon Secret Manager. Et là, on voit que c'est souligné en rouge. On voit que le mot de passe, il est checké effectivement. Et ça, c'est son burp, c'est son... Ouais. C'est un truc qui intercepte ce qu'il envoie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le mot de passe ici. Ouais. Bizarrement, très peu de devs regardent des news cybersec. Non, stop. On s'arrête ici pour la vidéo. Bah, ça dépend, j'espère pas. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on appelle les news cybersec. Typiquement, on peut citer... on a eu un grand débat ce week-end à propos de Micode, par exemple. Parce que c'est vrai qu'il fait plus vraiment de cyber. Mais au moins, il a le mérite de faire du contenu très très large public. Et il est pas mal regardé par des devs. Et il parle un peu de sécurité quand même. Et il sensibilise un peu.
Mais effectivement, c'est un peu dommage. Et ce serait bien qu'il y ait plus de devs qui regardent cette matinale. Et ce serait bien qu'il y ait plus de monde qui regarde cette matinale de manière générale. Mais effectivement, tu as raison. Ok, la suite des actualités. On a vu ce qu'on voulait voir ici. C'est quoi la suite? C'est Signal. On va parler de Signal. Je vais faire ça. Hop. Je vous les mets, je les épargne pour les avoir, pour vous les envoyer. Je les mettrai sur Discord et sur hop là, et sur YouTube. Alors, Signal. Pourquoi on parle de Signal? Parce que Signal, c'est une très bonne application pour respecter la confidentialité de vos données. C'est très très important d'avoir des données, d'avoir de la vie privée. Pour nous, on n'a rien à cacher, il n'y a pas de souci. Mais on n'est jamais à l'abri de... Enfin, disons, peut-être il y a des gens qui vont dire j'ai rien à cacher, mais on n'est pas à l'abri d'un changement dans la situation qui fait que d'un coup, on a des choses à cacher. La semaine dernière, j'ai fait, pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, ont vu que j'ai fait des ateliers, des conférences à la journée du numérique du barreau de Paris. Et il y avait plein d'avocats qui me disaient oui, mais moi j'ai rien à cacher. Et vous savez, si vous êtes parisien, vous êtes peut-être passé devant le barreau de Paris, et ils avaient ces images des candidats à la présidentielle en habits médiévaux, pour dire mais attention, la justice n'est pas un privilège, pour les interpeller un peu. Et les avocats me disaient mais j'ai rien à cacher, et je leur disais mais c'est marrant, regardez les 6 que vous avez devant vous, donc il y avait Macron, Le Pen, Mélenchon, Zemmour, Jadot, et il en manque un dernier, et Pécresse. Je leur disais si pour chacun des 6, est-ce que si lui ou elle était passé, vous auriez toujours rien à cacher? Et là ils me disaient peut-être. Peut-être que certains candidats s'y passaient, d'un coup, on pensait avoir rien à cacher, mais d'un coup, on aura peut-être un peu plus de choses à cacher. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en Iran, je sais pas si vous avez suivi, mais c'est un peu la révolution. En tout cas, il y a des émeutes venant d'Iraniennes, surtout, suite au meurtre d'une Iranienne parce qu'elle... parce qu'elle, je crois qu'elle montrait des cheveux, ouais, les cheveux visibles. C'est la partie où j'ai moins suivi. Mais en tout cas, depuis, il y a une revendication très forte des Iraniennes pour un peu plus de liberté et qui tourne autour de la question notamment du voile, des cheveux. Et ça a commencé par des Iraniennes qui se filmaient sur Instagram, sur TikTok, en train de se couper les cheveux. Et puis en train de brûler leur voile. Et maintenant, c'est devenu une protestation très globale. Et alors, dans ce genre de situation, c'est très important d'avoir des canaux de communication que le gouvernement, les dictatures ne peuvent pas regarder. Et donc, la fondation Signal, en fait, Signal a beaucoup eu ce rôle jusqu'ici. Ça a été très utilisé à Hong Kong, c'est très utilisé dans les milieux d'activistes, de manière générale. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gouvernement ukrainien a bloqué Signal. Et Signal en appelle à nous et nous demande de mettre en place des proxys. Autrement dit, de mettre en place un service. Si on a un serveur qui traîne, exposé sur Internet, de mettre en place dessus un service qui redirigera vers Signal. Donc comme ça, les Iraniens peuvent trouver sur Twitter ou ailleurs la liste des sites web qui redirigent vers Signal et se connecter à leur compte Signal via ces différents proxys. Parce que c'est simple pour une dictature de bloquer le trafic qui va vers Signal.
c'est simple de bloquer les IP des serveurs de Signal. Par contre, s'il y a plein de gens qui se mettent à créer des ponts qui vont rediriger vers ces IP-là, et bien évidemment, là, ça fait beaucoup plus de choses à bloquer, ça change tout le temps, et c'est beaucoup plus complexe à gérer. Donc pour cet article, voilà, on parle du fond de ce que je racontais à l'instant, un peu maladroitement. C'est que c'est parti d'une arrestation d'une jeune iranienne battue à mort parce qu'elle ne portait pas correctement son hijab, donc c'est le voile. Elle est décédée en prison, et c'est vrai que le gouvernement a dit qu'elle a eu une attaque cardiaque, il le dit, c'est la phrase après. Évidemment, ça veut dire qu'il y a eu un problème un peu plus grave que ça, c'est probablement un peu plus systémique que ce qu'ils disent. Et depuis, c'est la manifestation un peu partout. Le gouvernement iranien menace de bloquer tout accès à Internet, et ça, ils ont bloqué accès à Instagram et WhatsApp. Et donc, Signal a été bloqué depuis l'année dernière, mais la fondation Signal nous demande de créer des proxys pour que ce soit très compliqué à bloquer. Et en gros, tiens, on va voir la source primaire. Voilà le post original, et qui explique comment faire pour mettre en place un proxy. Donc il faut juste un serveur Linux, on se SSH sur le serveur, c'est-à-dire on se connecte à distance, on installe les mécanismes de containerisation, on installe le Docker qui va bien, Signal TLS Proxy, et puis dedans on génère un certificat, et voilà. Et après, on pointe avec n'importe quel l'outil qu'on veut. À nous de pointer sur notre serveur le lien signal.tube. Voilà. Évidemment, si vous allez sur un site web avec votre téléphone, vous cliquez sur un lien en signal.tube, et bien le lien passe. Comment dire, le lien va s'ouvrir dans l'application Signal. Voilà. Salut Codops. On va prendre tout de suite la question du chat. Es-tu pentester? Oui, je suis pentester et analyse forensique. Donc je fais à la fois du hacking légal, et à la fois j'interviens lorsque les gens se font pirater et qu'ils ont besoin de se protéger, et de gérer la crise et de reconstruire tout leur réseau informatique. L'utilisation d'un Mac est possible en tant que pentester? Oui, tout à fait, moi j'utilise un Mac parce que ça me permet d'avoir les outils de Linux et en même temps des outils de montage vidéo. Donc j'utilise un Mac, c'est très courant. En fait, plus ça va, plus tu peux utiliser n'importe quoi pour faire du pentest en fait. Moi j'utilise les trois. Mon ordi pro c'est un Windows. Dedans j'utilise des machines virtuelles sur Linux. Même sur mon ordi perso, j'utilise tout le temps des machines virtuelles sur Linux. J'ai un serveur avec Linux. Mon ordi perso c'est un Mac. J'utilise les trois en fait de manière assez courante. Donc il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ça dépend de quel type d'action tu veux faire. En fait, moi je te dirais, sois plutôt prêt à interchanger facilement entre Windows, Mac et Linux, parce que tu vas souvent avoir besoin de trucs qui n'existent que sur Windows ou de trucs qui existent que sur Linux. Typiquement, lorsqu'il s'agit de faire une analyse de disque sur Windows, je suis beaucoup plus à l'aise avec un ordinateur Windows. Lorsqu'il s'agit de pentester un réseau interne Microsoft avec un Active Directory, je suis beaucoup plus à l'aise avec un Windows, et j'étais le premier à bâcher Windows avant, mais maintenant j'utilise beaucoup, je trouve que PowerShell c'est très très cool. Donc vraiment n'hésite pas à utiliser des VM, à utiliser les trois, et
Et en tout cas, l'utilisation d'un Mac, c'est absolument pas un problème. Parce que l'avantage, c'est que tu as un noyau Unix, Unix-like. Donc tu peux faire beaucoup de choses que tu peux faire sur Linux. Après, n'hésite pas à te dire aussi qu'il y a peut-être moins de monde sur Mac. Donc tu auras peut-être moins de ressources et moins d'aide. Là où sur Ubuntu, tu as quand même beaucoup de choses qui existent et de gens qui sont penchés sur des problèmes assez complexes. Voilà ma petite réponse. Mais en tout cas, moi j'utilise les trois et je pense même que en fait, l'utilisation que moi j'ai de Windows fait que j'ai peut-être plus tant besoin que ça de Mac. Voilà, c'est la petite question de Colops. J'ai un Mac, mais beaucoup me disent de changer, mais je leur dis qu'avec des VM pour l'instant, je me sens pas bloqué. Ouais. Bah, ça dépend du type de mission que tu fais. Typiquement, tout ce qui est Active Directory, tout est faisable avec des VM, mais c'est pas mal d'avoir un autre Windows quand même. Ce qui compte, c'est que tu puisses faire tes tests avec des VM, que tu aies un ordinateur pour tester, quoi. C'est mon point de vue. Voilà, on passe à la suite du programme. Je me trompe tout le temps. Petit update sur Corbeil-Essonnes. On en avait parlé la semaine dernière. En 2 mots, hein, tu fais beaucoup de pentest web. Pour du pentest web, t'as n'importe quel VM marche, Mac c'est très bien, c'est absolument pas un problème. Salut Broski, t'es en 4ème année de dev, hacking m'intéresse, c'est possible en 1 an de devenir pentester. Tout est possible. Ça dépend de ton temps, ça dépend de ton énergie, ça dépend de ta motivation. Mais c'est clair que tout est possible. Si tu fais beaucoup de challenges sur les sites comme RootMe, comme Hack-the-Box, c'est clair que tu peux devenir pentester. En tout cas, tu peux te former assez vite. Et puis pentester, c'est un emploi. Hein. À toi d'adopter le mindset des hackers, et ça ne tient qu'à toi. Et puis pentester, c'est un emploi. Et puis si tu as des bons arguments derrière toi pour te vendre, pour convaincre les recruteurs que tu peux faire un bon pentester, eh bien, il n'y a rien qui t'empêche d'être pentester. À toi de t'intéresser au sujet si ça t'intéresse, et de monter suffisamment en compétences pour que tu sois à l'aise. C'est ça qui compte aussi. Mais en tout cas, tu peux facilement apprendre le pentest, et tu peux aussi... oubliez pas aussi qu'on apprend beaucoup sur le tas. Moi, j'ai appris énormément grâce à mon emploi. Et on a tendance peut-être à... je viens de voir un truc terrible. On a tendance à se dire quand on est en école, oh là, je connais pas, j'ai pas été formé pour. Sauf qu'en fait, personne fait vraiment le travail pour lequel il a été formé. Tout le monde découvre quand même minimum le travail sur le tas. Ouais, j'espère que ça répond à vos questions, Codops et Broski. Ça va être très difficile de faire aucun commentaire pour moi sur cette photo. On va la regarder quand même. Je regarde rapidement. Ouais. Donc, cybercriminalité. L'hôpital de Corbeil-Essonnes refuse de payer la rançon. Les hackers ont commencé à diffuser des données. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait regardé ce qui se passait et on s'était dit que, vu comment ils en parlaient, c'était un ransomware à tous les coups. Et effectivement, donc là on parle de rançon, donc depuis une semaine on sait que c'est un ransomware, on sait probablement de qui il s'agit, il me semble que c'est Logbit. Gagné. Et voilà. Pourquoi l'hôpital n'a pas payé ? Déjà parce que c'est jamais une bonne idée de payer.
En fait, le problème, c'est que si vous payez, déjà, vous subventionnez une activité. C'est comme quand on dit, oui, le réchauffement climatique, mais en fait, vous continuez à acheter des jeans, donc c'est aussi votre faute. Oui, et bah, du coup, si on applique le même raisonnement, si on paye, en fait, on subventionne le crime. Donc, éthiquement, c'est pas une super idée de payer. Ensuite, de manière pratique, si on paye, on n'est pas sûr à 100% de récupérer l'accès à toutes nos données. Et puis même si on récupère l'accès, en fait, ça va mettre des mois avant de revenir à la normale. Même si on a payé, qu'on a la clé de déchiffrement, c'est très long de tout déchiffrer, et ça va être assez complexe. En fait, quitte à passer des mois sans système d'information, autant reprendre le système d'information de zéro, et faire en sorte d'être sûr que les attaquants, on a compris comment ils sont rentrés, et on a corrigé ces vulnérabilités qui ont fait qu'ils étaient rentrés. Parce que c'est arrivé aussi que des gens payent, et puis 2 semaines plus tard, l'attaquant revient. Parce qu'ils n'ont pas corrigé la vulnérabilité, donc en fait, c'est rentable quoi pour l'attaquant. Le gars il a payé, il n'a pas corrigé, bah on revient quoi. Si ça a marché une fois, ça peut marcher 2 fois. Donc voilà pourquoi un hôpital ne paierait pas la rançon. En plus, je crois que les acteurs publics ont interdiction de payer les rançons. Après, les hôpitaux, c'est un peu particulier parce que c'est tellement critique que parfois, on peut se dire, bon, on a quand même envie d'avoir un IRM qui marche, donc si ça implique de payer une rançon... Ouais, alors Band dit, il y a aussi le petit côté affichage qui dit, regardez, on est des bons clients. Ça marche dans les deux sens. Je suis pas sûr de comment comprendre ta phrase, mais en fait ça marche dans les deux sens. Il y a l'affichage du ransomware en disant regardez, oui bon bah nous on a déchiffré, on a payé, on a acheté, on a déchiffré, ça a marché. Puis il y a aussi le côté et on a acheté. Si vous nous piratez, on va payer. Donc hésitez pas. Ce qui est pas terrible. Et je pense que c'est un peu ce qui est arrivé aux hôpitaux en général, vu que c'était super critique. Les attaquants ciblent particulièrement les hôpitaux, il y a un effet rebond. C'est-à-dire que c'est d'autant plus rentable d'attaquer un hôpital parce que comme c'est très critique, et bah il y a encore plus intérêt à pirater un hôpital, alors qu'à la base, c'est un peu le plus sordide des trucs à pirater, quoi. Revenez nos hacks. Ça, j'avais compris dans mon sens, c'est pas de bêtises. Donc, ils n'ont pas payé. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne paye pas ? Aujourd'hui, les ransomware, ils font ce qu'on appelle de la double extorsion. C'est-à-dire qu'ils menacent de diffuser les données. Et donc là, a priori, c'est ce qui est arrivé. Voilà, ils ont diffusé les données. Je profite que Bain soit là pour lui montrer la photo. Je sais pas si Bain, tu vois bien la photo. If you know, you know. Donc, je lis l'article, ça y est, un peu de sérieux. Ils ont diffusé les données. Ces données semblent concerner les usagers, le personnel, les partenaires, des données administratives, numéro de sécurité sociale. Et puis des dossiers externes. C'est intéressant ça, parce que ça veut dire que, en fait, les attaquants, une fois dedans, ils ont pas forcément eu accès à tout ce qu'ils voulaient, mais du coup peut-être plus des choses externes. Ou en tout cas, ils n'ont pas forcément réussi à exfiltrer tout ce qu'ils voulaient, peut-être. Donc c'est intéressant. Il n'y avait pas de commentaire sur la photo. Aucun commentaire. Les bases de données métiers du CHSF, donc CHSF c'est le centre hospitalier sud-francilien, autrement dit l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Du coup, donc les bases de données métiers, parmi lesquelles figurent les données personnelles des patients, n'ont pas été compromises. Ouais, donc c'est ce que je viens de dire en fait, c'est voilà, les attaquants ils n'ont pas forcément eu accès à tout ce qu'ils voulaient, ou ils n'ont pas réussi à sortir tout ce dont ils avaient envie, mais ils ont réussi à sortir
des choses externes. En fait, ils ont peut-être baissé leurs ambitions revu leurs ambitions de fuite de données à la baisse pour se concentrer sur des trucs qui étaient simples à récupérer, genre des dossiers externes qui avaient été envoyés par mail, etc. Et donc ils ont compromis le serveur mail pour compromettre ça. Une rançon ramenée à 2 millions de dollars. Beaucoup de choses dans ce paragraphe. Il y a 11 gigas, donc ça veut dire que potentiellement, ils ont quand même, s'ils avaient encore des dossiers très très personnels sur des gens, ça veut peut-être dire qu'ils les ont pas encore diffusés. Peut-être qu'elles sont dans les 11 gigas. 11 gigas, c'est beaucoup quand même. Peut-être que vous avez des images de radio, mais quand même. Il n'a pas été possible d'en authentifier le contenu dans les médias, c'est normal, il faut payer. Et si on paye pas la rançon, bah, il faut pas payer pour acheter les données non plus, quoi. Il s'agit d'une double extorsion consistant à exfiltrer une partie des données volées pour mettre la pression sur les victimes, c'est un classique. À expliquer à un spécialiste du cyberespace, bah oui, n'hésitez pas à m'appeler l'AFP, hein, j'ai dit exactement la même chose. Je fais ma pub. L'hôpital situé au sud de Paris, ce qui est cohérent, c'est son nom, qui assure la couverture sanitaire de près de 700 000 habitants, 21 août. Vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les durées. Chiffrement le 21 août, dénouement de la rançon le 26 septembre. Donc tout ça prend beaucoup de temps. Ça fait un mois sans potentiellement des accès à un IRM, à des outils, à des postes de travail qui ont des outils d'imagerie. Donc c'est quand même très long. Et puis s'il y a eu chiffrement le 21 août, ça veut dire qu'ils doivent être rentrés probablement vers mai, avril-mai. Parce que ça demande du temps, c'est assez long de rentrer dans un système, de pivoter d'ordinateur en ordinateur, de compte en compte, pour accéder jusqu'au rang d'administrateur global. Le groupe cybercriminel demande 1 million de dollars. Je ne pense pas que l'ANSSI a prévu de leur donner. Voilà. Plan blanc, bah oui, ils ont porté plainte, ils ont activé un plan blanc, c'est surtout pour des questions de continuité d'activité. Vous savez que quand on a une crise dans ransomware, il y a plusieurs gros problèmes. Il y a le problème de les données qui ont fuité, est-ce qu'on pourra les récupérer un jour? Donc il y a un problème de récupérer les anciennes données. Il y a le problème de on ne peut pas continuer à bosser, donc il y a un problème de perte, de manque à gagner. Typiquement sur une usine, bah, si l'usine elle est arrêtée, en fait c'est des milliers d'euros de production et d'investissement qui sont pas rentabilisés. Ça peut se chiffrer en plusieurs milliers ou millions par seconde parfois. Et puis après il y a un problème de vie privée et de résilience, de tout ce qui est continuité d'activité. Bah, ça veut dire qu'il faut faire preuve de résilience, et dans les hôpitaux, comme c'est une cible par excellence, c'est toujours très compliqué, et en plus on sait que le personnel hospitalier est un peu sous pression, et donc encore une fois c'est à eux d'encaisser le coup, quoi. C'est à eux de se serrer les coudes et de mettre les bouchées doubles, et je comprends s'ils commencent à en avoir marre. Voilà, l'ANSSI est intervenu, évidemment parce qu'un hôpital c'est un opérateur très important, donc l'ANSSI se déplace ou envoie des prestataires qualifiés pour faire les genres de missions de l'ANSSI. Voilà. Aucun commentaire sur ce point-là. Après attaque, l'hôpital dans les urgences accueille habituellement 230 personnes par jour, c'est énorme. À assurer un plan blanc, donc c'est exactement ce que je disais sur pousser les gens à faire le max pour continuer à donner des soins. Ce qui serait intéressant serait d'avoir un retour sur expérience. On en a eu un il y a assez récemment, je me demande si on l'avait pas présenté en stream. Il y avait un retour assez récemment qui disait comment ils s'étaient organisés, donc tous les hôpitaux qui fonctionnaient avec des systèmes informatiques était revenu au papier, au crayon, et donc tout le monde avait dû faire avec.
et il racontait comment ils étaient tous mis sous pression, mais ils ont tenu, ils sont entraînés, ils ont tous arrondi les angles, et ils ont dépassé la crise ensemble. Donc on peut vraiment saluer la résilience de l'hôpital public en France, qui est quand même assez souvent sollicité. Voilà pour ce petit article. Quelle heure est-il? 52. Bon, on va s'arrêter là. En vrac, quelques petites news. On finit avec ça. Quelques petites news. Quelqu'un a découvert que, en fait, si on ouvre IDEA Pro en même temps que Call of Duty Modern Warfare, eh bien, on est immédiatement banni des serveurs de Call of Duty. Pourquoi ? Parce que IDEA Pro, c'est un logiciel de rétro-ingénierie de logiciels, donc qui s'intéresse à comprendre comment il fonctionne, pour pouvoir éventuellement injecter des vulnérabilités ou exploiter des vulnérabilités. Donc évidemment, ça, c'est un système anti-triche. C'est un système un peu cheap, parce qu'on peut toujours utiliser un autre outil, ou transposer d'un ordinateur à l'autre comment fonctionne le jeu vidéo. Mais en fait, ça coûte rien, c'est très simple à mettre en place. Ça coûte rien à mettre en place. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a d'autres outils qui existent, comme par exemple Ghidra. Vous voyez, il y a quelqu'un qui demande avec Ghidra si c'est la même chose, et sont les deux logiciels de reverse engineering les plus courants. Voilà pour la petite histoire. Enfin, je trouve ça assez marrant. Dans le focus... Oh là là. Où est mon article? Il est passé où? Il est là. Dans le focus que je voulais vous proposer, c'était intéressant de lire un peu ce rétexte de quelqu'un qui a fait une fausse étude sur le chocolat, et qui a essayé de lancer une rumeur sur le fait que le chocolat aide à mincir. Évidemment, tout ça, c'est complètement bullshit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait... il a dit, en gros... il s'attendait à ce que les journalistes tombent dans le panneau. Il a publié un papier de recherche, donc un papier très nuancé, avec beaucoup... les conclusions sont des conclusions dans le cadre des hypothèses faites pour la recherche. C'est quelque chose de très complet, hein, un papier de recherche. Et là, ce qu'il a dit, c'est qu'il a fait une press release, un communiqué de presse, au moment de la sortie de ce papier. Et en fait, il a juste prémâché tout le travail des journalistes en disant « Ah, regardez, le chocolat aide à mincir ». Et en fait, en disant des choses qui n'étaient pas vraies, ou qui n'étaient pas dans l'article, ce qui montre un peu, c'est que les journalistes, parfois, ils lisent la version résumée, mais ils ne s'intéressent pas du tout à ce qu'il y a vraiment dans le fond de l'étude, qui, elle, est détaillée, qui est rigoureuse, et qui est nuancée. Et évidemment, assez vite, il y a pas mal de gens qui l'ont repris, parce qu'évidemment, c'est très sexy comme nouvelle, hein. T'as envie d'en parler. Voilà, puisqu'on parle de rumeurs, dernière petite quick news. J'ai fermé l'onglet, je vais le rouvrir, attendez un instant. Hop. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu ce week-end un peu une panique mentale, une panique générale. En anglais, on dirait un prout mental. Parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, regardez, il y a des explosions à Pékin. Est-ce que c'est un coup d'État contre Xi Jinping ?» Et donc tout le monde s'est mis à dire plein de choses. Là, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a analysé tout le trafic. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une galaxie de gens qui... Enfin, c'est un trafic assez spontané, hein. C'est pas des gros nœuds, tout ça. Mais on en voit quand même 5 gros nœuds en périphérie, là. C'est-à-dire qu'il y a 5 personnes qui ont diffusé des infos, et puis tout le reste les a repris.
Donc c'est comme ça que naissent un peu les rumeurs sur Twitter. Il y avait un thread, si ça vous intéresse, je le mettrai dans la description. Il y avait un thread très bien fait par Bénédicte Colnay qui s'était intéressé à de combien de personnes on a besoin pour lancer une rumeur et un hashtag en top tweet. Donc sur Twitter, ce week-end, tout le monde était convaincu qu'il y avait un coup d'état en Chine. En dehors de Twitter, personne n'y pensait, on avait l'info, la rumeur, donc c'est vraiment un beau phénomène de chambre d'écho. Tout Twitter était persuadé d'un truc, et en fait, en dehors de Twitter, personne n'y croyait. Voilà pour la petite news. J'ai pas trop de mèmes, mais plein de petites mini-news cette semaine. Est-ce que vous voulez terminer sur une petite méditation comme on avait fait les semaines dernières? L'idée, c'est de prendre faire un peu le cliché de la méditation en mode pleine conscience, tout ça, mais de la faire en mode cyber. Dites-moi si vous voulez, sinon on peut peut-être s'arrêter là. On n'a plus que 2 minutes. En 2 minutes, on peut faire une micro-méditation. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Blue Team, du coup. Ouais, Blue Team, tout à fait. Tout à fait. Je pense que tu faisais référence à la photo aussi bien que moi. On va se mettre de la musique. Je tiens à préciser que le but de cette méditation, c'est d'être un peu absurde, hein, donc j'ai aucune idée de là où on va aller. Mais on y va. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme... Je mets un truc sans copyright. Voilà. Alors, vous me dites si vous entendez. Un peu trop de nature. Alors, on va fermer les yeux. Et on va sentir notre énergie. On imagine qu'on flotte dans un espace. C'est un espace fait de lumière. C'est un espace fait d'informations. Tout autour de nous, on ne voit que d'informations. En observant cette information, on peut imaginer qu'on est un pare-feu. Voilà. On est un firewall. On voit passer les paquets réseau. Ce sont des paquets qui vont pour envoyer des informations. Beaucoup de paquets web. Vous les voyez. Vous voyez que certains sont forcément annonciateurs de bonnes nouvelles. D'autres un peu moins bonnes, mais vous flottez au-dessus de tout ça. Vous ne pensez pas. Vous n'interprétez pas ces résultats parce que vous êtes un pare-feu. Vous ne pouvez pas interpréter des informations de la couche applicative. Vous voyez juste passer ces flux d'informations. Vous voyez passer des volumes. Il y a des vagues. Parfois, il y a un gros volume dans une direction, parfois dans l'autre. Au loin, vous voyez des nuages. Ces nuages, c'est une grande vague. C'est une attaque des DOS. Avec beaucoup de trafic qui avance. Alors vous voyez arriver et vous prenez peur parce que vous, en tant que pare-feu, ça risque de vous submerger. Mais heureusement, vous avez un binôme. Vous avez un binôme qui vous aide à encaisser la charge. Et puis, vous avez une équipe qui met en place des protections contre le pare-feu, de la redondance. Et là où vous étiez tout seul il y a un instant, vous vous rendez compte que vous avez des alliés
tout autour de vous qui encaissent une partie de la charge. Voilà, et puis ça dure 1, 2, 3, 4 secondes, puis ça s'arrête. Voilà, et puis vous continuez à analyser les signatures, effectivement, comme le fait remarquer Ted Boss. C'est-à-dire les types de paquets, des paquets qui sont connus. Puis ça vous rassure finalement de connaître quelque chose de connu. Vous continuez à contempler cet océan d'informations. Voilà, c'était une bonne journée de parfum. Du bon travail de parfum. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour cette petite méditation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente journée. Tous ceux qui sont sur Twitch, on va faire un petit raid. Hop là, je peux pas trop fort. On va faire un petit raid. Tous ceux qui sont sur YouTube, je vais vous souhaiter une excellente journée. Et puis merci à tous d'être venus. Merci à tous d'être passés sur cette petite matinale. J'ai pas fait encore énormément de com sur cette matinale, mais je vais mettre un petit sondage pour dire est-ce que c'est le lundi matin le bon moment, et puis je vais essayer de faire dans les semaines qui viennent de la com sur qu'est-ce qui va changer sur la chaîne secondaire, la matinale, tout ça. Voilà. Prenez soin de vous, et oui tu arrives sur la fin, désolé Ted Boss, que je te croisais pas d'habitude, et oui. Bah, idéalement, j'essaie de tenir l'horaire de 8h, 9h. N'hésitez pas à me dire si c'est un bon horaire. N'hésitez pas à venir en discuter dans le Discord aussi. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose sur le Discord. Mais je serais ravi de l'animer très vite. Je devrais avoir un peu plus de temps pour l'animer. Et puis de prendre des feedbacks. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Voilà, je raccroche pour YouTube. Merci à tous d'être passés. Ouais, du monde. J'espère que cette matinale a été sympa. Vous pourrez retrouver la rediffusion de la matinale sur la chaîne secondaire dont il y a le lien dans la page d'accueil de la chaîne principale. Prenez soin de vous et bonne journée à tout le monde et défendez bien, attaquez bien et amusez-vous bien dans la cyber. Et bonne journée. Voilà, je raccroche pour YouTube. Salut tout le monde, bonne journée. Ceux qui sont sur Twitch, vous n'êtes pas très nombreux, mais ça me fait toujours plaisir de vous voir. Donc on va faire un petit raid. On va écouter, je vais écouter 2 minutes ce qui se dit sur ces différents Twitch parce que je suis toujours un peu frileux. Il y a David Dufresne, mais c'est un peu trop politique. Il y a Naotech, mais je connais pas bien son contenu. On va écouter 2 secondes. Ouais, super, j'ai la pub. Et il y a Marcel Duchemin. Ok, il parle de thunes. Ça parle de doom scrolling. Ok, on va aller chez lui. Let's go. Eh bien, bonne journée à tous. Salut tout le monde. Je vous envoie chez Naotech. Salut.